Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de recherche opérationnelle sur l'écriture d'abstract. Vous êtes majoritairement des acteurs associatifs qui souhaitaient valoriser vos pratiques et vos interventions à la communauté. Et l'écriture d'abstract pour les conférences est un bon moyen de valorisation et de partage de pratiques avec l'ensemble de vos communautés. Pour discuter de ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Jennifer Pasquier, qui est directrice scientifique de SIDAction et qui va vous détailler la partie un petit peu théorique, on va dire, de l'écriture d'abstract en vue de publication dans une conférence. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à Jennifer Pasquier, qui est directrice scientifique de SIDAction. Jennifer, c'est à toi. Merci beaucoup Thibaut et bonjour à tous et à toutes. Donc voilà le programme que Thibaut vient de décrire déjà et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet sur comment écrire un abstract pour une conférence. Donc les objectifs de ce webinaire sont simples, entre guillemets. On le fait parce qu'il y a des choses importantes, mais le but c'est de comprendre ce qu'est un abstract et à quoi il sert, identifier les types d'abstracts qui sont acceptés en conférence, savoir structurer un abstract efficace et convaincant, et prendre conscience de sa légitimité à soumettre un abstract. Alors pourquoi je dis prendre conscience de sa légitimité à soumettre un abstract? C'est justement de vous dire que vous êtes légitime. Parce que trop souvent, les acteurs communautaires se demandent s'ils ont leur place dans les grandes conférences internationales. Et la réponse, elle est oui, 1000 fois oui. Je vais le dire tout au long de cette présentation, je pense. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le terrain, vous voyez ce que les rapports ne montrent pas, et vous touchez des publics que personne d'autre n'atteint. Vous adaptez, vous inventez, vous faites souvent d'ailleurs beaucoup avec les moyens du bord et pourtant vous faites avancer la lutte contre le VIH chaque jour. Et en fait, si vous n'êtes pas là pour nous donner les résultats de toutes ces actions, notamment sur des publics qu'on n'attend pas autrement, ça ne permettra pas de diffuser l'information. Donc votre parole, elle est précieuse et ce que vous vivez et ce que vous réussissez et ce que vous apprenez, en fait, ça mérite d'être partagé, valorisé et entendu par d'autres, pas seulement pour vous et votre équipe ou vos bénéficiaires, mais aussi pour inspirer d'autres ailleurs et parce que votre expérience, elle a du sens au-delà de votre quartier, de votre ville, voire même de votre pays, puisque ce que vous avez vécu ou ce que vous avez fait, ça peut servir dans un sens plus large dans un autre pays ou dans un autre endroit. Donc soumettre un abstract, c'est pas juste écrire un texte en disant j'écris mon texte pour soumettre, mais c'est prendre votre place dans un espace où on construit ensemble la réponse pour le VIH et votre place, elle y est essentielle. Donc, on va commencer à apprendre, ou en tout cas, on va essayer d'apprendre ensemble aujourd'hui. Et Thibaut l'a dit, ce sera sur plusieurs séances. Mais en tout cas, on va voir la théorie aujourd'hui simplement et efficacement. Alors, quels sont les enjeux d'un abstract en conférence? Donc, pourquoi il faudrait présenter en conférence? La recherche scientifique, elle est essentielle, mais elle ne suffit pas. En effet, ce que je disais un peu en intro, les associations, elles mettent en œuvre les recommandations, elles expérimentent de nouvelles approches, elles savent ce qui fonctionne ou non sur le terrain et elles adaptent les interventions aux contextes locaux. Ce sont des actrices de terrain qui sont acteurs et qui ne sont pas de simples exécutants de recommandations ou des exécutants sans réfléchir en fait. Il y a vraiment une adaptation, il y a vraiment des interventions qui sont pensées et réfléchies et ça, c'est important d'aller les présenter en conférence. Présenter en conférence, c'est ce qu'on a dit, c'est rendre visibles les inégalités d'accès, interpeller des décideurs, faire du plaidoyer fondé sur de l'expérience, découvrir de nouveaux partenaires ou nouveaux bailleurs. Et c'est bénéficier aussi de retours utiles pour améliorer ses actions. Parce qu'en fait, en présentant en conférence, vous allez peut-être aussi tomber sur quelqu'un qui a mis en place plus ou moins la même chose dans son association ou dans son contexte et qui va peut-être pouvoir vous faire des retours qui vont vous permettre d'aller plus vite sur certaines phases de votre intervention. Donc, c'est vraiment important à la fois d'inspirer et aussi d'être inspiré par les actions des autres. Donc, un abstract, ça peut faire évoluer les politiques de santé et être présent ou présente en conférence, c'est vraiment exister dans l'écosystème mondial de recherche et de lutte contre le VIH. Donc, conférence, pour qui, pourquoi? Donc, le public des conférences, alors, chercheurs, évidemment, c'est, on va dire, les premiers à qui on pense quand on pense à conférences scientifiques. Mais on a aussi les associations, on a les personnes concernées, les professionnels de santé, les décideurs publics. On a souvent des journalistes aussi, santé, qui sont présents dans les conférences. Il y a vraiment même des entrées dédiées aux journalistes, des soignants, des militants, des pairs, etc. Donc, les conférences, c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont acteurs de la lutte. Et l'intérêt, c'est de découvrir les dernières avancées de la recherche, faire du plaidoyer, présenter les activités que l'on mène,
rencontrer de potentiels partenaires, s'inspirer du travail des autres et échanger sur son propre travail. Donc ça, je l'avais déjà un petit peu dit tout au long des diapos, mais c'est bien de le rappeler pour que vous y pensiez et pour que vous disiez, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il faut y aller. Je reviens un peu sur les basiques. Comment on présente en conférence? Je pense que vous le savez. On présente en conférence en général de deux façons, soit par une présentation orale, soit par un poster scientifique. Après, ça, ce sont les présentations officielles d'une conférence, la raison pour laquelle on écrit un abstract et qu'on va vouloir être sélectionné. Bien sûr, être présent en conférence, c'est aussi toute une participation informelle, c'est-à-dire que vous pouvez aussi discuter autour d'un poster de quelqu'un d'autre, discuter pendant les pauses. Voilà, il y a plein d'autres échanges qui se font pendant les conférences. Il y a des ateliers, mais en tout cas, écrire un abstract, c'est en vue de faire une présentation soit orale, soit un poster scientifique. Qu'est-ce qu'on peut soumettre comme contenu? On peut soumettre une recherche scientifique, un projet communautaire, une expérience de terrain, une action de plaidoyer. Voilà, j'ai mis cette liste. Je ne suis pas sûre qu'elle soit complètement exhaustive, mais en tout cas, le but, c'est de présenter une action, quelque chose d'intéressant, un partage d'expérience qui permettra de faire avancer la lutte contre le VIH. Alors, en gros, c'est ce que je disais, on soumet un abstract. Pourquoi? Dans le but d'être accepté pour une communication orale ou un poster. Et comment ça se passe? Votre abstract, il va être évalué par un jury. Et ce jury va y mettre une note. Alors, selon les conférences, les systèmes de notation sont un peu différents. On peut les trouver souvent sur les sites Internet des conférences. Pas tout le temps, mais en tout cas, on peut se donner une idée des critères sur lesquels sont jugés les abstracts. Je vais vous en donner aussi une idée dans cette présentation. Elles sont toujours plus ou moins les mêmes pour toutes les conférences. Et ensuite, en fonction de cette note et en fonction du nombre d'abstracts que la conférence a reçus, parce que c'est ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'une conférence, ça dure une journée, 2 journées, 3 journées maximum. On a des thèmes. Et en fonction des thèmes, on a des temps dédiés, c'est-à-dire qu'on a un temps dédié d'1 heure sur un certain thème. En 1 heure, on ne peut faire entrer que X présentations orales. Donc, on va pouvoir faire, je ne sais pas, présenter, je dis un nombre au hasard, une dizaine de personnes. Donc, il va falloir choisir 10 abstracts. Donc, vous imaginez bien que si la conférence a reçu 50 abstracts sur sujet qu'il faut en choisir que 10, bien sûr, il y a la note qui joue avec des critères très objectifs. Et après, il y a aussi toute une partie nouveauté, intérêt pour le sujet. Enfin voilà, il faut vraiment savoir, entre guillemets, je mets des guillemets à ce mot, mais vendre votre recherche pour qu'elle donne envie au jury de l'accepter pour un oral. Pour les posters, c'est un peu différent. Il y a aussi un nombre de places limité, puisqu'un poster, ça prend de la place. Maintenant, il y a quand même beaucoup de conférences qui mettent en place des systèmes de e-posters, c'est-à-dire des posters digitaux. On peut augmenter le nombre de personnes qui peuvent présenter. En général, quand même, les conférences se limitent parce que le but, c'est pas non plus d'accepter trop de sujets et que les gens puissent pas les consulter. Donc voilà, il y a une balance à trouver. Mais en gros, il y aura une décision et cette décision, ce sera soit acceptée pour un oral, soit acceptée pour un poster, soit refusée. Quand vous soumettez vos abstracts, vous avez le choix, en général, de cocher une case si vous voulez ou non faire un oral, si vous voulez ou non faire un poster. Ça permet aussi d'orienter un peu le choix du jury parce que vous voulez aussi peut-être seulement que présenter un poster. Et dans ce cas-là, il faut juste le préciser. Donc, ce que les conférences attendent, ils attendent un résumé clair, structuré et utile. Utile, qu'est-ce que j'entends par utile? C'est-à-dire qu'on comprenne via le résumé, via votre abstract. L'abstract doit être en fait assez complet pour qu'on comprenne ce que vous avez fait. Une problématique bien définie, des actions concrètes et des résultats et la leçon apprise. On doit vraiment avoir une vue complète de votre recherche. On doit avoir la valeur ajoutée, ce que votre projet apporte de nouveau par rapport au contexte actuel, par rapport à ce qu'on sait déjà sur le sujet. Il doit servir de synthèse autonome à votre projet ou à votre étude. Il doit donner envie d'en savoir plus, c'est-à-dire qu'on doit vouloir, avec l'abstract qu'on lit, en fait, on doit vouloir voir les détails de ce qui s'est passé. Et il doit convaincre un comité que ça vaut la peine d'être présenté en conférence. Alors, comment on structure un abstract? Donc, c'est là qu'on rentre dans le dur du dur de la pratique. Donc, il y a 2 types d'abstracts que l'on peut distinguer. L'abstract très classique de recherche qui va être en 6 catégories, enfin en 5 catégories avec le titre. Donc, on aura un titre, une introduction / contexte, reposer un peu le sujet dans un contexte, l'objectif, la méthode, le résultat et la conclusion. Ça, c'est vraiment le déroulé classique d'un abstract de recherche. Et ensuite, on va avoir un abstract un petit peu plus dédié à l'intervention, au plaidoyer, au projet communautaire, où là, ça va être finalement le même nombre de catégories, c'est-à-dire qu'on va avoir un titre, un contexte aussi, donc contexte / problème identifié. On va aussi avoir un objectif de l'intervention, donc on voit bien que sur les 3 premières catégories,
on est assez parallèle à ce qui se passe pour l'abstract de recherche. C'est un peu ensuite où ça va se différencier un petit peu, c'est-à-dire que les méthodes en recherche, en intervention ou en projet communautaire, on va plus être sur des activités menées, une description des activités menées, comment elles ont été menées, pour qui elles ont été menées. Les résultats, ça va être à la fois des résultats, mais aussi des leçons apprises. Et à la fin, la conclusion, nous, on ira plus sur une recommandation ou des perspectives de cette intervention. Voilà. Mais je vous donne les deux parce que les deux sont structurés de la même façon, mais voilà, on parle de la même chose. C'est juste des mots qui sont un peu différents et ça permet peut-être de rendre un peu les choses un petit peu plus concrètes. Alors, la structure, le titre, donc il doit être court, clair, précis et il doit donner envie de lire l'abstract, c'est-à-dire que la première barrière avant même votre abstract, c'est le titre. L'introduction, ça doit répondre à des questions. Où, quand, pourquoi ce projet, quel problème on essaye de résoudre. Les objectifs, c'est simple, c'est qu'est-ce que vous avez voulu faire et pour qui. Les méthodes, les activités, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quelles actions ont été mises en place. Les résultats, c'est quels effets, qu'est-ce que vous avez observé, appris ou mesuré. Et conclusion perspective, c'est que retenez-vous de cette expérience, quelles sont les prochaines étapes. Donc, on va aller en détail sur chaque partie. Alors, bien choisir son titre. Donc, le titre, il doit synthétiser votre étude en 30 à 50 mots. Le titre, il doit être court, spécifique, représentatif et informatif. Il n'est pas nécessaire d'écrire les leçons apprises dans le titre ou les recommandations, c'est-à-dire que le titre ne doit pas obligatoirement comporter le résultat, mais il doit donner envie d'en savoir plus sur l'étude et sur l'abstract. En gros, c'est une mini-publicité pour dire venez voir mon étude, elle est intéressante. Donc, en gros, vraiment un bon titre, ça doit répondre à quoi, qui, où, comment. Donc, je vous ai mis un exemple. Par exemple, la prévalence du VIH et des IST chez les travailleuses du sexe à Moscou, résultat d'une enquête communautaire par réduction des risques. On a quoi, c'est-à-dire la prévalence du VIH et des IST. On a qui chez les travailleuses du sexe. On a où à Moscou. Et on a comment par une enquête communautaire. Donc vraiment, on répond à toutes les questions. Et donc, mon conseil, vraiment, c'est d'écrire le titre à la fin. C'est-à-dire, une fois que vous avez déjà terminé votre abstract, que vous avez toute la structure de votre abstract, là, vous écrivez le titre. Parce qu'en fait, dans le titre, c'est bien de réutiliser les mêmes mots que vous avez utilisés dans votre abstract. Le contexte. Alors, pour écrire un contexte, il faut ne pas oublier de rappeler quel est le sujet de l'étude, pourquoi cette étude a été faite, quelle est la problématique, et quel est l'objectif de cette étude. C'est ça qui vraiment correspond au contexte. Alors, de la même façon, je vous ai fait un petit exemple. Donc, en Russie, le ministère de la Santé estime que 0,8 millions de personnes vivent avec le VIH et que 85 000 nouvelles infections ont lieu en 2017, alors que les travailleuses du sexe appartiennent aux populations clés au regard du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles. Les données sur les prévalences du VIH et des IST dans ce groupe sont rares en Russie. L'objectif de cette étude était d'estimer la prévalence du VIH et des autres IST parmi les TS dans la ville de Moscou et sa région. Donc là, on retrouve le sujet, les travailleuses du sexe. On retrouve la problématique. Les données sur les prévalences du VIH et des IST dans ce groupe sont rares en Russie. Et on retrouve l'objectif de l'étude, c'est d'estimer la prévalence du VIH et des autres IST parmi les TS dans la ville de Moscou et sa région. Là, on est sur un contexte qui est très clair. On rappelle le sujet, la problématique de laquelle nous découle notre objectif. La section méthode, quant à elle, elle doit répondre aussi à des questions. Elle doit répondre à quand, donc la période de l'étude ou du projet, où, le lieu, qui, la population concernée, quoi, les activités, les interventions qui ont été menées, comment, les modalités pratiques et outils. Alors là, j'ai mis une petite note parce qu'effectivement, vous allez me dire, mais ça fait beaucoup d'infos pour le si peu nombre de mots qu'on nous demande. C'est parce que vous allez voir en conférence, en général, un abstract, ça peut faire 300 mots à peu près, c'est la moyenne dans les conférences. Vous allez me dire, ça fait beaucoup d'infos à donner pour 300 mots. Alors oui, c'est là que ça devient un peu compliqué et c'est là que je pense qu'au-delà de la théorie, le plus important, c'est la pratique et c'est des ateliers de pratique parce qu'il faut trouver la bonne balance entre la limite du nombre de mots imposé par la conférence où vous allez, le nombre de détails qu'on va vouloir donner pour que l'évaluateur puisse comprendre le projet et puisse se dire, ce projet-là vaut le coup d'être présenté.
Il y a vraiment une balance à faire. Et là, malheureusement, je n'ai pas la solution miracle. Je ne peux pas vous dire faut la faire comme ci ou comme ça. J'ai que des conseils à vous donner et surtout de la pratique. C'est vraiment en pratiquant que vous allez voir qu'il y a des infos qu'il faut donner, pas donner. Enfin voilà. C'est vous qui connaissez votre sujet. Donc vous êtes les mieux placés en général pour savoir ce qui est vraiment le plus intéressant à dire ou non. Il faut essayer de ne pas s'éparpiller dans des détails inutiles. Je sais que ce n'est pas simple parce que quand c'est sa propre recherche ou sa propre intervention, tous les détails sont importants. Et c'est là que c'est compliqué. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif avec des exemples. En gros, pour le qui, on a qui est le sujet de l'étude, quelle population était visée. Donc, par exemple, qui est le sujet de l'étude? Les médecins généralistes. Quelle population était visée par le programme? Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. C'est des exemples de réponses. Quel est le type d'étude qui a été menée? Ça peut être une étude transversale, une cohorte de patients, une étude rétrospective de dossiers médicaux, des entretiens qualitatifs, semi-directifs, etc., etc. Comment la mesure d'intérêt a été faite? Déclaration de statut sérologique, résultats test de TROD, auto-questionnaire, enquêteur, enquêtrice. Comment les données ont été collectées? Donc ça, finalement, c'était ma deuxième ligne. J'ai lu les deux lignes en même temps. Où l'étude aura-t-elle lieu? Donc là, j'ai donné des exemples de lieux. Qu'est-ce qui a été mesuré? Par exemple, le taux de survie à 5 ans. Quels ont été les facteurs d'intérêt? Est-ce que c'est barrière à l'implémentation? Quand a lieu la fin d'étude? Donc là, c'est pareil, donner soit la période dans laquelle a été menée votre étude, soit le jour de fin. Enfin voilà, à vous de voir selon ce que vous présentez, ce qu'il faut donner. Mais vraiment, les questions à se poser, c'est qui, comment, quoi, où, quand. Et si vous avez répondu à ces questions dans votre abstract, en général, c'est que vous êtes sur un bon abstract. Dans la partie résultat, le mot d'ordre, c'est la clarté et surtout la précision. J'insiste sur précision parce que des résultats avec très globaux ou imprécis, avec beaucoup de personnes ont aimé l'intervention, ça ne marche pas. Vous ne serez pas sélectionné en donnant des informations comme ça. Pour les résultats, il faut essayer d'être précis, c'est-à-dire donner des chiffres, des pourcentages précis, donner des résultats probants, éviter de spéculer, éviter de dire, je ne sais pas, éviter de dire, si on a tant de personnes qui ont répondu, alors ça veut dire que toutes les personnes pensent ça. Non, il faut vraiment éviter les spéculations, essayer de s'en tenir aux faits. Il ne faut pas discuter les résultats, il faut juste présenter les faits. Et il ne faut pas répéter les méthodes parce que ça, c'est un risque aussi. Si dans la méthode, on a dit qu'on avait fait, je ne sais pas moi, des entretiens semi-directifs, il ne faut pas redire dans les résultats, grâce aux entretiens semi-directifs, non, on l'a déjà dit, on sait comment a été fait l'étude, on sait quelles méthodes ont été utilisées. Dans les résultats, on avance sur les résultats. Après, quand on présente à l'oral, c'est différent. Quand on présente le poster, c'est différent. On peut faire des rappels. Dans un abstract, on ne fait pas de rappel. On n'a pas beaucoup de mots. Donc, on essaie d'être clair et précis. Conclusion ou leçon apprise, c'est la synthèse du résultat principal. C'est le message clé qui est à retenir. Et c'est l'implication pour la suite. Qu'est-ce que ça change? Idéalement, alors je mets idéalement parce que ce n'est pas tout en cas, on peut en général en découler une recommandation, une proposition concrète. Si ce n'est pas le cas, ça peut pas être, c'est pas le souci, ça peut juste être une perspective. On peut juste dire, voilà, la première étape, c'était d'implémenter ça. On l'a implémenté. Maintenant, la deuxième étape, ce sera de faire ça. Ce n'est pas parce que votre abstract ne termine pas sur une recommandation qu'il ne vaut pas le coup d'être envoyé ou qu'il ne vaut pas le coup d'être présenté. Okay, il y a toujours des étapes dans une recherche. Alors oui, quand on est sur l'étape finale, c'est plus simple parce qu'on arrive sur une proposition concrète ou une recommandation. Quand on est sur un début ou sur une phase préliminaire, ça vaut le coup quand même d'être présenté parce que justement, sur une phase préliminaire, on pourrait vous donner des conseils en conférence qui vous permettraient d'avancer plus rapidement sur votre mise en place d'études ou sur votre mise en place d'action. Et là, je vous alerte à ne pas faire. Il ne faut pas, dans la conclusion, répéter les résultats. On les a déjà donnés, les résultats. Il ne faut pas faire de déclaration évidente. Et surtout, il ne faut pas faire de surgénéralisation. C'est ce que je disais un petit peu avant. Ce n'est pas parce que votre étude a montré que ça. Si vous êtes sur un échantillon qui est restreint, restez sur des conclusions qui correspondent à votre échantillon. N'essayez pas de surgénéraliser ou survendre les choses. Ça, ce n'est pas non plus conseillé et ce n'est pas aimé en général du jury. Je vous ai mis un petit exemple de conclusion. Ces résultats montrent une prévalence élevée du VIH-IST parmi les travailleuses du sexe dans la région de Moscou, soulignant la nécessité d'un meilleur accès à des services de prévention, de soins adaptés au TS dans la Russie.
Et donc là, on a bien le message clé, une prévalence élevée du VIH-IST parmi les travailleuses du sexe dans la région de Moscou. Et on a donc les implications. Si la prévalence est élevée, il faut un meilleur accès, il faut un bon accès à des services de prévention et de soins adaptés au TS dans la Russie. Voilà, ça c'était un petit exemple. Mais encore une fois, je vous dis, ça dépend vraiment de votre sujet. Alors, les clés pour être sélectionné. Alors, je ne vais pas, encore une fois, je vous ai dit, je ne vais pas vous donner la solution miracle. Si je l'avais, ce serait simple, mais je vais vous donner des clés, en fait, des choses à retenir qui, j'espère, va vous aider à être sélectionné en conférence. Donc, les bonnes pratiques pour bien rédiger un abstract, c'est en général de rédiger au passé, sauf l'intro. Puisque de toute façon, votre intervention, elle est passée. L'intro, pourquoi je dis sauf l'intro? Parce que dans l'intro, en général, en général, on donne des informations générales, ce qui est le cas, c'est-à-dire en général, on donne des vérités dans l'intro. Donc, on n'a pas besoin de rédiger l'intro au passé. Par contre, on rédige au passé toute la partie qui a déjà été faite. On utilise des chiffres précis plutôt que beaucoup ou plusieurs. C'est ce que je vous ai dit un peu auparavant. Là, par exemple, si on reprend l'exemple des TS en Russie, les résultats, ça ne peut pas être de dire qu'il y a beaucoup de VIH positifs chez les TS en Russie. Ça, ce n'est pas un résultat précis. Il faut un vrai pourcentage, un vrai chiffre. Surtout si l'objectif de votre étude était de voir la prévalence. Vous ne pouvez pas dire dans vos résultats, dans la conclusion, c'est différent, mais vous ne pouvez pas dire dans le résultat, il y a une grande prévalence. Ça, ce n'est pas un résultat. Il ne faut pas inclure de références bibliographiques. Au niveau de l'abstract, il n'y a pas de biblio. Vous pouvez inclure des références bibliographiques et vous devez inclure des références bibliographiques dans votre présentation, donc sur votre poster, sur la partie intro ou dans votre oral, dans votre PowerPoint d'oral. Il faut bien vérifier la grammaire et l'orthographe. C'est important parce que s'il y a des soucis de grammaire ou des soucis d'orthographe, des fautes, en général, ce n'est pas aimé du jury non plus. Et ça peut être une cause de refus. Il faut respecter le nombre de mots autorisés, ça c'est important. Si les guidelines c'est de 300 mots et que vous envoyez un abstract de 400 mots, vous serez refusé sans même qu'ils lisent. Moi, je vous le dis tout de suite, il faut respecter le nombre de mots. Il faut penser à l'évaluateur international qui va lire votre texte, c'est-à-dire penser à rappeler un contexte, c'est-à-dire que c'est pas comme c'est votre contexte, vous le connaissez. Il faut penser à la personne qui n'est pas dans votre contexte, qui n'est pas dans votre pays, qui n'est pas dans votre région et qui, lui, ne va pas connaître les enjeux. Donc, il ne faut pas oublier de bien recontextualiser les choses toujours et toujours vérifier ce que je vous disais au départ, qu'on répond aux questions quoi, qui, où, comment et quand. Et ça, vraiment, si vous faites ce check et que vous voyez que vous répondez bien à ces questions, c'est que normalement, vous avez un abstract qui est plutôt fort. Alors, ce que les évaluateurs recherchent, c'est la pertinence de la problématique, je vous l'ai dit. Ils reçoivent souvent plus d'abstracts que le nombre de places qu'ils ont. Et ils reçoivent parfois des abstracts de qualité qui sont très bons, mais il n'y a quand même pas assez de place. Dans ce cas-là, les évaluateurs, ils vont regarder vraiment la pertinence de la problématique, la clarté des objectifs. Ils vont regarder que la méthodologie, elle est claire et appropriée, que vous avez utilisé une méthode qui est en adéquation avec l'objectif et en adéquation avec la question de recherche que vous vous posiez en amont. Ils vont regarder que les résultats sont concrets et bien présentés, que les conclusions sont logiques et utiles, c'est-à-dire que les conclusions sont bien logiques par rapport aux résultats que vous avez présentés et qu'elles sont utiles dans le contexte de la lutte contre le VIH. Et ils vont regarder si votre contribution est originale et importante pour la communauté. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. C'est que si vous avez un abstract qui est accepté dans une conférence en 2025 et qu'en 2026, vous essayez de représenter le même abstract dans une autre conférence, ça sera refusé. C'est vraiment important. Vous ne pouvez pas présenter 2 fois le même abstract ou en tout cas 2 fois le même projet. Okay, quand on présente, sauf si c'est une phase 2 de votre projet ou si vous avez avancé dans votre projet. Mais dans ce cas-là, il faut être clair sur la différence et l'originalité de votre travail. Donc, les raisons fréquentes de rejet, problème sur le respect des guidelines. Si vous ne respectez pas les guidelines de la conférence, votre abstract ne pourra pas être accepté. Un résumé flou, mal structuré, des données trop préliminaires, je veux dire, ou alors une absence de données complètes. Et dans ce cas-là, ça sera refusé aussi. Un langage trop technique, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas votre langage parce qu'il y a trop d'abréviations ou trop de mots qui sont utilisés que dans votre jargon. Ou au contraire, un langage qui est trop flou.
Donc ça, c'est vraiment les deux erreurs, les deux extrêmes à ne pas faire. Un mauvais track, donc en gros, mauvaise catégorie. On l'a dit, dans une conférence, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs moments de la conférence. Et en général, au moment de la soumission de l'abstract, on vous demande de choisir ce qu'on appelle le track en anglais, c'est-à-dire la catégorie dans laquelle vous soumettez votre abstract. Si vous vous trompez de catégorie, là aussi, c'est pas eux qui vont recatégoriser votre abstract. Si la personne décide que c'est hors catégorie, juste votre abstract sera refusé. Si votre abstract a déjà été présenté ailleurs dans une autre conférence, s'il est trop général ou peu d'impact, ou s'il manque de nouveautés, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui est un petit peu du déjà vu, en général, vous aurez une probabilité d'être refusé. Je vous ai mis quelques exemples de guidelines pour vous donner un peu une idée. Donc, je vous ai mis là les guidelines de l'IAS 2025 qui arrivent bientôt. Le corps du résumé est limité à l'IAS à 350 mots. Le titre est limité à 30 mots. Il est possible d'inclure jusqu'à 2 tableaux et ou graphiques ou images. Ils vous mettent bien aussi que le graphique ou l'image ont des formats spécifiques, donc JPEG, GIF ou PNG. Ils disent qu'ils comptent pour 50 mots et qu'un tableau compte pour 5 mots par ligne. Donc, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas une image en plus des 350 mots, c'est que si vous mettez une image, à la place de 350 mots, c'est que 300 mots. Donc, ça, c'est important aussi. Je ne l'ai pas dit, mais il y a certaines guidelines, et là, je vous le dis à ce moment-là, qui permettent d'inclure des figures, mais en général, ça réduit le nombre de mots. Donc, il faut vraiment faire la balance. Parfois, on dit une image raconte plus que des mots. Voilà, c'est à vous de faire la balance. Est-ce que ça vaut 50 mots ou non, votre image? Si votre image, elle nécessite des mots pour être comprise, je ne vous conseille pas de la mettre. C'est qu'en général, ce n'est pas une bonne balance. Et la structure qui est recommandée par l'IAS, c'est introduction avec objectif de l'étude, hypothèse testée ou description du problème, méthode avec méthode utilisée ou approche adoptée, résultat avec présentation des résultats sous forme résumé incluant des données ou des informations substantielles, et conclusion avec description des principales conclusions de l'étude. Voilà. Donc l'IAS, ils sont assez précis dans leurs demandes. Je vous ai mis aussi les guidelines de ICASA 2025. Le titre du résumé est limité à 100 caractères, ce qui fait à peu près 20 mots. Le texte du résumé, lui, est limité à 2500 caractères, ce qui correspond à peu près à 500 mots. Donc, ils sont un peu plus généreux dans le nombre de mots. Et la structure recommandée, elle est la même. Contexte, méthode, résultat, conclusion, c'est toujours la même chose. Et on vous donne des petits détails sur chaque. Mais en gros, c'est un peu ce que je vous présentais au tout départ. Voilà, donc du coup, pour conclure cette petite partie technique sur l'écriture d'abstract, donc votre expertise vient du terrain. Je reviens en fait sur la légitimité, je vous l'ai dit, c'est important, c'est-à-dire que voilà, je vous ai montré comment on écrit un abstract. Maintenant, il faut que vous preniez conscience qu'il faut le faire et que c'est important pour vous parce que vous êtes au contact direct des réalités, les discriminations, les ruptures de soins, les barrières culturelles ou sociales. Votre connaissance est vivante, ancrée dans des contextes locaux et souvent bien plus fine que ce que l'on peut lire dans un article scientifique. Et je vous dis, là, je m'adresse à vous, je ne vous vois pas, c'est frustrant ce genre de webinaire parce que j'ai l'impression de parler toute seule devant mon écran. Mais voilà, je vous le dis, vous savez que les chiffres, vous savez, vous, derrière votre écran, ce que les chiffres ne montrent pas toujours et ça, c'est important. Moi, je dis, quand je travaille avec les acteurs communautaires, ce que j'aime, c'est l'interprétation des résultats ensemble parce que, en tant que chercheur, on peut interpréter les résultats d'une certaine façon, mais vous savez les interpréter en fonction des réalités et ça, c'est un atout qu'il ne faut pas négliger, vraiment. Il faut vraiment que vous preniez votre place à ce niveau-là. Vous développez des solutions concrètes, vous mettez en œuvre des stratégies efficaces, souvent innovantes pour améliorer la prévention, l'accès aux soins et le soutien aux plus vulnérables. Vos actions ont un impact mesurable, même si elles ne sont pas parfois peu documentées. C'est vous, en fait, sur le terrain qui font bouger les lignes au quotidien. Les chercheurs peuvent vous aider à structurer la recherche et à de mesurer vos actions. Mais c'est vous qui mettez en place les actions et c'est souvent vous qui avez les idées innovantes pour les mettre en place. Votre parole, elle est indispensable à une réponse complète au VIH. Vous n'êtes pas des simples bénéficiaires, vous êtes des acteurs et des actrices de terrain. C'est ce que je disais en conclusion. On le dit souvent dans la lutte contre le VIH, rien pour nous sans nous. Donc, je vous le redis, rien pour nous sans nous. Si vous n'êtes pas aux conférences, on ne pourra rien si vous n'êtes pas là. Donc, il faut être là. Partager les expériences, ça fait progresser tout le monde, on l'a dit, c'est inspirant et ça peut inspirer. Donc, c'est à la fois utile pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous écoutent. Et votre expérience, elle est précieuse et elle mérite d'être entendue. Et être visible, c'est être reconnu et soutenu. Un abstract accepté, c'est la visibilité pour votre projet, c'est la visibilité pour votre asso. Et c'est une reconnaissance de votre travail et parfois des opportunités de financement ou de partenariat. Parce que quand on a des abstracts qui sont acceptés, on est plus visible en fait.
C'est aussi trop d'actions communautaires, en fait, moi, je trouve que c'est une question de justice, hein, je l'ai écrit en noir sur blanc ici, hein. Trop d'actions communautaires essentielles, en fait, restent invisibles et sont invisibles parce que pas présentées. Et donc, vous méritez d'être vu, entendu et pleinement reconnu. Ça sera le mot plus ou moins, en tout cas la fin sur votre légitimité. En gros, vous n'avez pas besoin d'être chercheur ou universitaire pour avoir une parole légitime dans les conférences. Vous êtes des acteurs et des actrices essentiels de la lutte contre le VIH. Je pense que c'est la 3e ou 4e fois que je le dis, mais je veux que ça rentre. Présenter un abstract, c'est partager une expérience, faire entendre une voix et parfois changer une politique de santé. Et SIDAction dans tout ça est là pour vous accompagner, hein, à la fois au travers de ces webinaires qu'on fait, mais aussi pour vous relire, vous conseiller, vous encourager, hein. Thibaut est présent aussi au sein du pôle scientifique pour ça, pour pouvoir vous aider à relire vos abstracts avant de les envoyer et vous faire des commentaires. Ça, c'est important, il faut que vous l'ayez en tête. Et en fait, je terminerai par, voilà, oser partager votre savoir parce que vous le savez. Ça, c'est important de le dire. Voilà. On est disponible pour des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette présentation. Je pense qu'elle était très claire. En tout cas, pour moi, elle était, mais j'avoue que je l'avais déjà lu avant, donc c'est plus facile. Donc, on va passer aux questions. Donc, il y avait eu une remarque en fait sur le partage des chiffres et des pourcentages dans les études qualitatives qui n'avaient pas de sens. Effectivement, on parle bien d'études quantitatives pour tout ce qui est chiffres. Mais toutefois, pensez que donner le nombre de personnes qui ont été enquêtées lorsque vous réalisez une enquête, par exemple, ou le nombre de personnes que vous avez atteintes via vos interventions, sont des informations très importantes dans les abstracts. Et donc ça, ce sont des chiffres qui doivent être donnés même dans des études qualitatives. C'est vrai que j'ai pas assez illustré des exemples pour la partie effectivement qualitative, pour les enquêtes qualitatives, mais vous pouvez aussi donner des verbatims importantes qui donnent envie d'en savoir plus. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi dans un abstract. Alors, je ne vous dis pas de mettre tous les verbatims, mais en mettre un engageant ou frappant qui permet de vouloir en savoir plus, c'est important, ou qui permet aussi de montrer un peu la direction. Et effectivement, Thibaut l'a rappelé, je le rappelle, effectivement, il faut quand même si vous êtes sur du qualitatif, rappeler votre population d'études. Et ça, la population d'études, c'est quand même des chiffres, parce qu'en général, vous avez effectivement le nombre de personnes, s'il y a femmes, hommes ou pas, la moyenne d'âge, etc. Il y a quelques chiffres qui ressortent quand même. Merci Jennifer pour ce complément. Il y avait aussi une question pour les études quantitatives. Faut-il présenter les intervalles de confiance à 95% ou les p-valeurs? Oui, la réponse est oui. Surtout quand c'est bien significatif, c'est important de le montrer. Comme ça, on voit que c'est pas juste une augmentation due au hasard. La question suivante, c'était de savoir si vous pouviez avoir accès à cette présentation. Donc oui, la réponse est oui. Je pourrais vous partager directement le diaporama ainsi que la vidéo. Est-ce qu'on peut présenter 2 abstracts pour un même projet? Ça dépend si vous présentez des résultats différents. Alors, j'imagine que ça doit être par exemple du qualitatif et du quantitatif ou peut-être deux pans différents d'un même projet. Donc oui, on peut présenter plusieurs abstracts pour un même projet. On peut les présenter parfois à la même conférence. Alors, faire bien attention dans les guidelines des conférences. Parfois, c'est écrit 2 abstracts par auteur, par exemple. Quand je dis auteur, c'est premier auteur, hein, parce que c'est le premier auteur en général qui compte, en tout cas pour le nombre d'abstracts. Donc, juste vérifier dans les guidelines de la conférence à laquelle vous soumettez s'il y a un nombre limite d'abstracts par auteur. Mais voilà, vous pouvez présenter 2 abstracts pour un même projet, à condition que ça s'explique, c'est-à-dire que les 2 ne peuvent pas être combinés. Merci Jennifer. Alors, pour aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a une autre question aussi, c'est est-ce qu'une association peut présenter 2 abstracts à la même conférence? C'est oui, tout à fait. Tout dépend de ce que vous souhaitez présenter. Si c'est 2 abstracts sur le même sujet, si c'est 2 abstracts sur des sujets complètement différents, puisqu'évidemment, vous ne travaillez pas sur des sujets uniques. Vous pouvez partager plusieurs expériences lors d'une conférence. Chaque abstract doit montrer un intérêt pour la lutte, on va dire, contre le VIH. Donc, il ne faut pas faire 2 abstracts sur le même sujet qui parlent de la même chose et qui donnent exactement les mêmes chiffres. Donc ça, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment aller rechercher d'avoir des choses différentes à présenter. Et le nombre d'abstracts n'est pas limité, ou en tout cas, il peut être limité seulement en fonction des conférences. Et ça, c'est les guides aux auteurs qui sont donnés spécifiquement par chaque conférence. Il peut y avoir des différences entre chaque conférence.
Et donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement mettre un premier auteur, un nom de premier auteur différent. Je pense dans certaines conférences, alors je ne sais pas si c'est le cas de l'IAS ou pas, mais dans certaines conférences aussi, vous avez possibilité de soumettre des abstracts liés, c'est-à-dire de dire que ces deux abstracts sont liés. Si vous présentez, par exemple, j'en sais rien, des résultats très qualitatifs sur un et d'autres sur un même projet et sur l'autre quelque chose de plus médico-éco, enfin, je sais pas, j'ai pas d'idée là en tête, mais si voilà, et que par contre c'est lié, que les deux peuvent être combinés, liés ou intéressants, en fait, vous pouvez le mentionner parfois à la soumission. Et c'est assez intéressant parce qu'après vous pouvez vous pouvez être dans la même session ou alors un des deux est dans la session et après il y en a un autre poster. Enfin voilà, il y a des conférences qui permettent de faire des soumissions combinées. Merci Jennifer. La question suivante demandait sur les verbatims dans les abstracts. Donc oui, là, on avait déjà donné la réponse. Oui, les verbatims peuvent être intégrés aux abstracts. La question suivante concernait la pertinence des images dans les abstracts. Alors, si c'est dans les abstracts, c'est non, puisque c'est toujours du texte dans les abstracts. En revanche, dans le poster, ça peut être pertinent. Là, on est vraiment on parle vraiment que des abstracts aujourd'hui. Les images sont même plutôt recommandées dans les posters, puisque le but d'un poster, c'est aussi d'attirer les personnes pour venir écouter ce que vous avez à dire. Quand vous êtes dans une salle remplie de 50 posters, si le vôtre est très fade, tout en noir et blanc, qu'il n'y a pas de couleur ou quoi que ce soit, ni de tableau de graphique, je pense que personne ne va s'arrêter au vôtre quand il y en a 49 autres à aller voir où les gens ont fait des posters qui attirent plutôt l'œil et avec des schémas, parce que c'est ça aussi, c'est comment communiquer l'information. Un texte, on peut très bien le lire chez soi, on peut poser des questions a posteriori, c'est très bien. Un poster, c'est fait pour créer un échange en fait direct avec les personnes intéressées. Donc il faut vraiment avoir des choses assez claires et un poster doit pouvoir être aussi compris en l'absence du présentateur. Et donc c'est là qu'il faut faire attention à la présentation de son poster en intégrant un peu de texte, mais toujours limiter le texte et des figures et des images en fait pour que les gens comprennent en fait comment s'est déroulée l'intervention, quel a été le public. On met souvent des images en fait des équipes aussi et certains participants en fonction du type de recherche qui est présenté. Mais on peut mettre aussi des images des lieux où se sont déroulées la recherche, mais aussi l'intervention, et ça permet en fait de comprendre le contexte et de vraiment d'avoir une image concrète de l'environnement dans lequel vous avez travaillé. Et si je peux rajouter, Thibaut, effectivement, sur la partie abstracte, je reviens sur la présentation et je reviens sur par exemple, l'IAS accepte d'inclure une image ou un graphique dans son abstract, mais par contre, cette image compte comme 50 mots. C'est-à-dire que votre abstract fait 350 mots. Si vous incluez une image ou un graphique, vous avez 50 mots de moins. Donc, c'est un peu ce que je disais pendant la présentation. C'est la balance de savoir est-ce que déjà votre image, elle se comprend d'elle-même ou est-ce que vous avez besoin de la décrire. Si vous avez besoin de la décrire, il faut vous dire que vous allez utiliser des mots pour la décrire. Et est-ce que votre image, elle remplace 50 mots? Est-ce qu'en mettant votre image, vous allez utiliser 50 mots de moins? Donc voilà, c'est à vous de faire la balance, mais il y a certaines conférences qui acceptent les images. Alors attention, si par contre dans les guidelines, c'est pas écrit qu'on accepte d'inclure un graphique ou une image ou un tableau, c'est ce que Thibaut vous a dit, ça veut dire que non, c'est non. C'est-à-dire qu'en général, un abstract, c'est que du texte. S'il y a un petit tiret dans les guidelines qui dit vous pouvez ajouter une figure, mais ça compte pour tant de mots, bah dans ce cas-là, vous pouvez le faire, mais c'est à vous de faire la balance sur est-ce que je le fais ou je le fais pas. Mais un abstract, en général, effectivement, comme Thibaut l'a dit, c'est que du texte, sauf exception. Merci pour le complément. Je ne savais pas, tu vois, qu'à l'IAS, on pouvait mettre une photo, une image ou un Ouais. graphique dans l'abstract. Ouais, Très et bien. ça compte pour un nombre de mots. Voilà. OK, Plusieurs conférences qui font ça maintenant. d'accord. La question suivante est, est-ce qu'on peut soumettre un ancien abstract mais retravaillé? Vous pouvez soumettre ça, tout à fait, vous pouvez toujours essayer de le soumettre, mais si c'est un ancien abstract, c'est sûrement que les résultats ne sont pas d'actualité. En tout cas, votre recherche n'est plus actuelle, puisque on parle bien d'anciens abstracts. Et aussi, si cet abstract a déjà été publié, déjà été présenté à des conférences ou autres, il n'y a pas d'intérêt en fait à le resoumettre à une nouvelle conférence s'il n'y a pas de nouveaux résultats en fait.
Ouais, le seul intérêt, effectivement, c'est s'il a été refusé parce qu'il était entre guillemets mal écrit. Bon, vous n'aurez pas, hein, parce qu'il n'y a pas de retour. Vous n'aurez pas de retour du jury. C'est pas comme quand on écrit un article et on a des retours des reviewers. Là, vous n'aurez pas un retour du jury qui vous dira pourquoi ça a été refusé. Mais si vous sentez que ça a été refusé juste parce qu'il y avait une faiblesse dans votre abstract ou qu'il ne présentait pas bien la recherche, vous pouvez toujours le resoumettre à la conférence d'après. Mais comme Thibault l'a dit, vous prenez le risque, plus vous attendez, plus le temps passe entre le moment où vous avez fait votre recherche ou votre intervention et le moment où vous présentez vos résultats. Et plus vous prenez de risques sur le fait que vos résultats seront plus au goût du jour, entre guillemets, ou en tout cas plus aussi nouveaux que ce qu'ils étaient au moment où vous les avez obtenus. Et donc ça, c'est ce que je disais, c'est dans la balance que le jury fait quand il choisit les abstracts, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que si vous présentez à l'IAS 2025 des résultats d'une intervention mise en place en 2020, ça risque d'être un peu moins nouveau. Donc c'est à vous de voir, sauf si vraiment vous êtes sur un sujet très novateur où personne ne l'a encore jamais fait, même depuis le moment où vous avez fait votre intervention. Donc, mais par contre, s'il a déjà été accepté quelque part, non, même si vous le retravaillez et que c'est le même résultat et le même sujet, ça sera refusé. Qu'est-ce qui doit motiver d'orienter son abstract en poster ou en présentation orale? Alors là, Je te laisse répondre. ça, c'est la bonne question. C'est toute la question. Alors moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Alors l'avantage, c'est quand vous cochez présentation orale, vous pouvez aussi cocher poster. C'est-à-dire que le jury, s'il n'a pas assez de place pour les présentations orales, mais qu'il pense que votre recherche est pertinente, vous laissera donc un poster. En général, il y a vraiment cette possibilité-là. Comme ça ne vous fait pas perdre de chance. Par contre, qu'est-ce qui vous motive à cliquer sur oral? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, vous, est-ce que vous êtes à l'aise ou non pour présenter à l'oral? Ça, c'est important. De deux, présenter un oral, l'avantage, c'est que vous touchez toutes les personnes de la session et pas que les personnes qui vont venir voir votre poster. Parce que en poster, vous touchez que les personnes qui sont proactives pour venir voir votre poster. L'avantage de l'oral, c'est que souvent, il y a un échange qui s'opère pendant l'oral, puisque vous avez des gens qui se lèvent pour poser des questions. Et ça permet de créer des contacts, de créer du lien. Je pense que la motivation première, c'est aussi vous. Le but, c'est pas non plus de se mettre en difficulté sur une conférence. Et après, il y a le côté novateur de ce que vous avez fait. Si vous pensez que ce que vous avez fait, alors on pense toujours que ce qu'on a fait, c'est super, mais il faut essayer de prendre du recul sur son propre intervention ou sa propre recherche et se dire, est-ce que je veux aller le montrer au plus grand nombre? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je veux atteindre le plus grand nombre? Donc, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Mais je pense que la première réponse, c'est de savoir, voilà, est-ce que vous sentez aussi d'aller présenter à l'oral? Je ne sais pas, Thibaut, si tu veux compléter. Non, 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 à part, il y a d'autres, il peut y avoir d'autres raisons, mais c'est aussi peut-être des raisons logistiques. En tout cas, la disponibilité du présentateur, c'est la capacité de se rendre à la conférence, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore jusqu'à maintenant des coûts, mais assister à une conférence a des coûts très importants. Sur les personnes qui présentent, enfin, ou dont les posters sont acceptés ou qui ont des présentations orales, il y a souvent, notamment quand c'est des acteurs communautaires, des coûts qui ne sont pas facturés. Donc en fait, en général, l'inscription est gratuite ou des choses comme ça, en fait. Il peut y avoir des avantages. D'ailleurs, je pense qu'on n'en a jamais parlé, mais en général, les personnes qui sont invitées à présenter hors sélection sur Abstract, les inscriptions ne sont pas payantes pour ces personnes-là. Et donc c'est pareil un petit peu, ça fonctionne aussi pour les personnes qui ont soumis et qui ont un poster ou une communication orale acceptée. En général, alors je ne peux pas m'engager pour toutes les conférences, mais l'inscription est gratuite, donc déjà ça réduit les coûts. Voilà, on parle IAS, je sais pas, mais on est entre 300 et 500 euros de coût d'inscription. Après, il y a le déplacement, donc ça aussi, ça limite beaucoup. Autant pour une communication orale, si vous n'avez pas le moyen de vous déplacer, vous ne pourrez pas faire votre communication orale. Le poster, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui peut amener votre poster au moins pour l'afficher, même si vous n'êtes pas présent. Alors, c'est pas l'idéal, mais on peut trouver d'autres solutions à côté. Voilà. Donc, c'est plutôt pour des raisons un petit peu logistiques aussi. Il y a ceux qui peuvent rentrer en compte dans le choix entre communication orale ou poster. Alors après, j'ai une remarque avec une question. Souvent, les recherches scientifiques pèsent beaucoup dans la balance que celles communautaires, peut-être à cause de l'utilisation des tests statistiques. Et c'est une question. Alors, dans les conférences, maintenant,
comme l'a dit Jennifer dans la présentation, c'est souvent séparé. Donc, en fait, soit vous présentez pour la partie scientifique ou la partie intervention. Donc, déjà, dans la partie intervention, il y a du coup, il n'y a pas de concurrence avec les chercheurs, puisque les chercheurs sont dans la partie recherche. Effectivement, après, quand vous retrouvez dans la partie où vous soumettez un abstract pour une recherche, il y a une concurrence déjà de fait, puisqu'il y a un nombre de places de communication qui est limité. Et donc, vous pouvez aussi vous retrouver dans une position moins favorable par rapport à des chercheurs qui déjà, d'une part, en fait, ont la formation, mais ont l'expérience et ont la pratique de soumettre régulièrement des abstracts. Comme le disait Jennifer, écrire un abstract, plus vous en écrivez, plus c'est facile d'en écrire, parce qu'en fait, vous savez identifier directement les éléments pertinents de votre recherche. Donc, effectivement, il peut y avoir un biais dans la sélection, en tout cas, voilà, c'est plus facile pour eux. L'utilisation des tests statistiques, tout n'est pas comparable statistiquement. Il faut des échantillons assez élevés pour pouvoir faire des comparaisons statistiques qui soient significatives. Donc, je ne suis pas sûr que dans la réalisation de la recherche, ça soit primordial. Mais effectivement, à partir du moment où on a des recherches qui prennent un petit peu plus d'ampleur, qui ont un peu plus d'étoffe avec plus de personnes, si vous n'avez pas ces tests statistiques, ça peut amener à des résultats moins forts en termes de, enfin, voilà, dont la communication peut être impactée parce qu'on n'a pas de. Il n'y a pas d'objectivation, enfin, il n'y a pas d'objectivation via les stats. Mais après, si c'est ça la C'est ça. barrière, n'hésitez pas, si vous êtes en besoin d'aide sur des tests statistiques, on a aussi une personne qui s'occupe de l'analyse des données chez SIDAction qui pourrait aussi vous donner un coup de main ponctuellement. Voilà, on ne pourrait pas refaire des stats complets d'une recherche ou d'une intervention, ça non, ce n'est pas notre rôle. Mais en tout cas, on pourrait vous donner des conseils sur quel type de test utiliser, ou voilà, ou vous orienter vers des outils ou des choses comme ça, ou peut-être une mise en relation avec un chercheur en partenariat. Enfin voilà, il peut y avoir des idées en tout cas autour de ça. Donc en tout cas, si vous êtes dans une impasse, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous aide à sortir de l'impasse en tout cas. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a un timing entre l'activité et l'abstract? Ah, c'est une très bonne question. Non, il n'y a pas de timing entre l'activité et l'abstract. Je m'en suis aperçue quand je donnais mon faux exemple de tout à l'heure en disant que si vous présentez en 2025 une action menée en 2020, non, il n'y a pas de timing. Pourquoi? En fait, ce qui compte, c'est l'originalité et le côté novateur. Donc, en fait, s'il y a un timing, si vous vous faites devancer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça m'est arrivé pendant ma thèse. À l'époque où je faisais ma thèse, j'étais la première à avoir montré quelque chose. Je faisais une thèse en fondamentale, mais voilà, un mécanisme dans la cellule. J'étais très, 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 très contente. Et on a envoyé un abstract et en même temps mon article. Et dans le mois qui s'est écoulé du reviewing, de la personne à reviewer, quelqu'un a publié avant moi les résultats et a montré ce truc novateur avant moi. Et donc, ben voilà, il ne s'était pas passé beaucoup de temps, mais je me suis fait devancer. Et donc, en fait, le problème de la recherche, c'est que vous n'êtes pas les seuls à chercher, vous n'êtes pas les seuls à avancer sur votre sujet. Donc, en fait, ce n'est pas une question de timing, parce que parfois, c'est pas parfois, tout le temps, la recherche prend du temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous faites votre intervention et le moment où vous pouvez l'analyser, vous pouvez prendre du recul et vous pouvez voir les effets. Parfois, une intervention, on l'a fait en 2020, mais on voit les effets de cette intervention qu'en 21 ou qu'en 22. Et qu'ensuite, il faut analyser, il faut machin, et donc on peut vraiment commencer à écrire quelque chose ou à prendre conscience des choses en 23 ou en 24. 2023-2024, et bah oui, et bah ça prend du temps. Donc ça, c'est pas de votre faute. Mais en gros, ce qu'il faut que vous gardiez à l'idée, c'est est-ce que ce que j'ai fait, c'est du déjà vu? On l'a déjà vu en conférence, ça a déjà été montré, c'est quelqu'un l'a déjà fait. Ou est-ce que je suis encore nouveau, je suis encore novateur? Et dans ce cas-là, si je suis encore nouveau et novateur, et ben c'est pas important. Heureusement, vous êtes là pour vous occuper parfois de populations clés ou de personnes qui sont difficilement accessibles. Et donc, comme c'est des personnes qui sont difficilement accessibles, on n'a pas de données dessus. Donc, même des données qui dateraient d'il y a 4 ou 5 ans, si c'est des choses où on n'a pas de données dessus, bah, c'est important quand même de l'avoir. Donc vraiment, c'est le côté novateur. Et quand je dis novateur, c'est pas spécialement nouveau dans un sens temporalité. C'est nouveau dans un sens, on ne l'a jamais vu encore. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. J'espère que ça l'est pour tout le monde. Oui, j'espère aussi. On a une autre question sur la soumission d'abstract. Et si ce n'est pas la même structure qui soumet l'abstract qui a déjà été présentée? Il y a un peu deux ou trois solutions. Soit
vous avez volé les résultats de l'autre structure, hein, et vous les appropriez pour les présenter. Soit c'est une intervention, une étude que vous avez réalisée aussi de votre côté indépendamment de la première structure, donc vous pouvez les soumettre parce que ce sont votre propre recherche ou votre propre intervention que vous souhaitez présenter, ou soit c'est un travail commun que vous avez réalisé avec les deux structures, et dans ce cas-là, vous présentez un abstract commun. Vous ne présentez pas deux abstracts complètement différents, à moins que vous parliez de vos expériences respectives, mais en tout cas, vous ne présentez pas deux abstracts avec des structures différentes pour un même travail. Est-ce qu'on peut présenter un abstract sur un projet en cours, non encore clôturé? Oui, on peut complètement, à condition qu'il y ait déjà des données préliminaires. On ne peut pas juste présenter un abstract pour dire on va faire ça. On présente un abstract pour dire on a fait ça, on a eu ça. Mais le on a eu ça, ça peut ne pas être la conclusion finale. Ça peut ne pas être le résultat final. On fait tout le temps des abstracts, même en recherche fondamentale ou en recherche clinique. On fait toujours des analyses et des présentations de résultats à différentes temporalités dans la recherche qui parfois prend du temps. Donc ça, c'est complètement possible d'avoir des résultats à mi-parcours ou à tiers de parcours, voilà, en fonction de la temporalité de votre étude ou de votre intervention, c'est complètement possible. Mais vous ne pouvez pas présenter un abstract pour dire juste je vais faire ça et qu'il n'y ait pas de résultat, ou qu'il n'y ait pas de conclusion, ou qu'il n'y ait pas au moins une trend ou une tendance. Ouais, je l'ai trouvé au dernier moment. Une tendance. Et dernière question, puis on s'arrêtera là. Est-ce que la méthode pèse beaucoup dans les recherches communautaires, notamment la représentativité, la taille optimale de l'échantillon, la stratification, les tests stats? C'est une très très bonne question qui est compliquée à répondre, malheureusement. On l'a dit, hein. Alors, je reviens un peu sur la question un peu auparavant, là où il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que il n'y a pas une espèce de concurrence déloyale, on peut le résumer comme ça, entre les chercheurs et les acteurs communautaires qui ne sont pas armés de la même façon, évidemment, pour les conférences. Alors, je pense qu'il y a déjà une stratégie aussi à penser, c'est quelle conférence vous visez. Parce qu'effectivement, il y a des conférences qui sont un peu plus taguées, un peu plus affichées, très recherche. Et donc, c'est peut-être parfois des conférences qui sont un peu moins accessibles. Donc, n'hésitez pas aussi à vérifier ça et à voir ça. Mais oui, la question est très pertinente dans le sens où, évidemment, l'avantage des conférences qui séparent recherche et action communautaire, il y en a de plus en plus qui le font, c'est que vous allez avoir un jury spécifique action communautaire. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de concurrence déloyale et vous allez tous juger à la même enseigne. Mais évidemment, plus vous allez être précis sur votre méthode, sur votre représentativité. Alors après, il y a un truc aussi à faire, et moi, ça c'est vraiment mon mot d'ordre, c'est de jouer la transparence. Jouer la transparence et jouer l'honnêteté. Voilà, on a mis en place une action, on l'a faite comme ça, nous n'avons pas pu maintenir la représentativité de la population parce que nanana, il y a toujours une raison. On a recruté plus d'hommes que de femmes parce que, je ne sais pas, c'était une région où on a recruté plus de jeunes que de vieux, où finalement, il n'y a pas une balance entre les deux âges. Voilà, le but, c'est pas une recherche, c'est pas obligatoirement parfait. On essaie d'être parfait, on essaie de répondre à des critères, si on n'arrive pas à répondre à ces critères, moi, ce que je vous conseille, c'est le jeu de la transparence. Plus vous allez être transparent et plus la personne qui va vous juger trouvera ça intéressant. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens où il se dira, bon, alors voilà, il connaît ses faiblesses, il connaît ses forces. Donc là où il me dit ses forces, c'est que c'est vraiment des forces, puisqu'il m'a montré ses faiblesses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, moi, je vous conseille le jeu de la transparence. Malheureusement, oui, plus une étude sera structurée avec un échantillon plus fort, des stats, une représentativité de population, etc., plus il aura tendance à attirer le jury, évidemment. Enfin, c'est logique. Mais par contre, ça ne veut pas dire pour autant que votre étude qui ne répondra pas à tous ces critères n'est pas intéressante à présenter. Donc, c'est à vous de trouver le moyen de dire au jury, voilà, il faut quand même m'écouter parce que j'ai quelque chose à dire. Et ce quelque chose, peut-être que là, il n'est pas encore puissant. Quand je dis puissant, ce n'est pas en termes de message, mais c'est en termes statistiques. Il n'est pas puissant dans le sens où il n'a pas une portée, une puissance assez forte en fonction de ce que j'ai mis dans mon étude, mais qui va le devenir parce que si on est plusieurs à travailler sur le sujet, peut-être qu'en la présentant, vous allez trouver des bailleurs, vous allez trouver d'autres chercheurs qui sont intéressés, vous allez trouver d'autres assos qui sont intéressés, et là, à plusieurs, vous deviendrez puissant. Donc ça, c'est à vous de réussir à convaincre le jury que ce que vous avez à dire, c'est important, et si vous avez, il y a des points négatifs dans votre recherche, mais il y a aussi une force, et cette force, c'est ça qu'il faut mettre en avant pour que vous soyez choisi. Je rajouterai une chose.
c'est qu'on parle on parle de chercheurs, mais on parle surtout d'équipes de recherche. Et Mm. derrière ce mot équipe, c'est que, en fait, dans ces équipes-là, vous avez des épidémiologistes, vous avez des statisticiens, vous avez des chefs de projet, il peut y avoir, s'il y a de la biologie, vous avez des biologistes. En fait, ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a toute une équipe qui ont des compétences différentes et qui sont complémentaires. Et c'est ces équipes-là qui mènent des recherches, avec un panel de compétences très large. Donc, vous, quand vous menez des recherches, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement d'essayer d'avoir les compétences les plus larges possibles. N'empêche qu'il ne faut pas se bloquer si vous n'avez pas toutes les compétences en interne. Mais par exemple, à nous, à SIDAction, on accompagne, alors ça va répondre aussi à une grande partie des questions qui ont été posées, que je n'ai pas posées durant la session de questions, parce qu'en fait, il y en avait plusieurs, je voulais répondre maintenant. Mais SIDAction, en fait, fournit des aides pour l'écriture d'abstract, des aides pour les relectures d'abstract que vous avez déjà soumis, mais aussi des aides pour réaliser vos posters. On aide aussi à relire des projets de recherche. Donc en fait, tout cela, vous pouvez déjà me poser ces questions-là, puisque c'est moi qui m'occupe de cette partie-là en fait de relecture pour SIDAction. En fait, il ne faut pas hésiter à me solliciter. Alors je parle de moi parce que c'est un webinaire SIDAction et que je suis là. Mais si vous avez des chercheurs dans votre entourage ou vous connaissez des personnes, il ne faut pas hésiter à demander des relectures de vos projets. Et ça ne peut être que bénéfique en fait pour le déroulement de vos recherches. Et donc moi aussi, je reste à votre disposition pour relire tous ces documents-là que vous pouvez me proposer. Je vous propose qu'on s'arrête là. Merci Jennifer pour cette belle présentation. Donc Merci. pour faire un petit peu un résumé, bon, on voit que écrire un résumé pour une conférence n'est pas une chose aisée. Ça demande quand même du travail en amont avant de pouvoir se lancer. Notamment, il faut bien déjà identifier la conférence à laquelle on veut écrire un résumé. Chaque conférence a ses tendances. Il y a des conférences qui ont plus des sciences sociales, il y a des conférences qui sont en fondamentales, il y a des conférences qui sont plutôt communautaires. Donc, il faut déjà choisir la conférence à laquelle on veut soumettre un résumé. Il faut regarder les consignes aux auteurs, les guides aux auteurs qui sont proposés par les conférences lorsqu'il y en a. Lorsqu'il n'y en a pas, il y a toujours des guides en fait à suivre, des guides de base en fait à suivre. Et c'est un petit peu ce que vous a présenté Jennifer aujourd'hui. Et ce travail-là doit être entrepris en amont, bien avant la soumission, pour pouvoir faire un tour des relectures et vraiment peut-être identifier les besoins, enfin, ce que vous voulez faire passer comme message. Puisque quand on parle d'intervention, c'est souvent que dans un programme d'intervention, vous avez différentes interventions qui sont réalisées et il faut identifier en fait celle qui est pertinente. Si c'est juste donner les chiffres du nombre de dépistages ou des choses comme ça, en général, ça aboutit que très rarement, à moins que vous ayez une technique de dépistage qui soit révolutionnaire. Il faut derrière identifier des choses un petit peu plus pertinentes, un petit peu plus novatrices comme de la péréducation en prison ou comme utilisation de péréducateurs dans d'autres contextes, ou etc. En fait, il faut, dans vos activités, identifier celles qui sont le plus pertinentes et qui ont le plus de plus-value, en fait, pour la communauté. On voit que ça demande voilà, du travail et nous, à SIDAction, on est disponible en fait pour vous accompagner dans ces démarches-là, l'écriture d'abstract, réalisation de posters. Vous pouvez nous aussi nous solliciter pour tout ce qui est statistique. En tout cas, vous pouvez poser vos questions, on peut regarder si on peut vous aider sur ces questions-là à chaque étape. Donc en fait, voilà, à chaque étape, n'hésitez pas à nous solliciter et nous, on vous accompagnera selon nos capacités d'accompagnement. Donc, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire et puis nous restons en contact et aussi je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous avez. Merci à tous et au revoir.